Bonjour et bienvenue, je m'appelle Anthony Touchard, vous écoutez Graines d'investisseurs, le podcast fait par un investisseur pour les investisseurs. Ici on parle d'immobilier, de développement personnel et d'entrepreneuriat. L'objectif de ce podcast est de vous donner des clés et des conseils et pourquoi pas vous aider à entreprendre le changement de votre vie. Alors installez-vous confortablement, je vous souhaite une bonne écoute, c'est parti. Bonjour et bienvenue tout le monde, bienvenue dans ce tout nouvel épisode du podcast Graines d'investisseurs. Comme d'habitude, c'est Anthony et c'est toujours un plaisir de vous accueillir pour l'épisode du jour. Les amis, j'espère que vous avez la forme, que vous avez la pêche, que tout se passe superbement bien pour vous, que vous passez une très bonne semaine, que vous avez passé une bonne fin de semaine dernière, un bon week-end, plein de bonnes choses quoi. Bon, moi, rien de news. Les travaux vont incessamment commencer sous peu. C'est redondant ce que je viens de dire, incessamment commencer sous peu. Ils vont incessamment commencer. En fait, j'attends juste que l'artisan soit dispo pour commencer les travaux. Normalement, début mai, on est parti, hein, début mai, il va commencer les travaux. Et je vais commencer par le logement qui nécessite une rénovation moins globale. Il y a un des logements qui est à refaire de A à Z. L'autre, on est plus sur de la peinture, fermeture d'ouverture, etc., etc. Donc, normalement, ça va être assez rapide. Dans l'optique de le louer d'ici un mois, ça serait parfait. 2 mois maximum. Parce que pour l'instant, l'argent sort, il sort de mon compte, mais il n'y a rien qui rentre. Et ça, c'est embêtant. Justement, il y a certaines personnes qui m'ont demandé des chiffres. Donc, je vais vous parler de chiffres. Mais avant ça, les amis, j'en profite pour vous inviter à partager le podcast, de le noter 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify. Faites-moi exploser les abonnements. Ça fait toujours plaisir déjà pour mon ego. Mais surtout, ça fait connaître le podcast à plus de monde. Vous pouvez aussi me contacter sur Anthony-THRD sur Instagram, sur YouTube avec ma chaîne Anthony Touchard et par mail à l'adresse que vous retrouverez dans les notes de l'épisode. Les amis, je voulais vous dire aussi, j'ai essayé de changer mon blaze sur Instagram pour que vous me trouviez plus facilement. Et bien malheureusement, je ne pourrai pas changer puisque Anthony Touchard est déjà pris. Donc ça restera sur Anthony-THRD. Bon, c'est Touchard, pour ceux qui n'avaient pas deviné. Euh, alors, parlons peu, parlons bien, parlons chiffres. Alors, les chiffres du dernier projet, alors c'est un ensemble de 2 maisons pour un peu plus de 150 mètres carrés, plus un terrain à l'arrière de à peu près 400 mètres carrés. J'ai acheté ça 85 000 euros. J'avais budgétisé des travaux à 37 000 euros et j'ai un devis chiffré par l'artisan à 32 000. Donc, comme quoi que je suis pas tellement dégueulasse au niveau du chiffrage, je suis plutôt pas mal. Si on prend les 10% de marge de manœuvre, on est dedans, quoi, tu vois. Loyer pour l'ensemble, une fois totalement rénové, 14 400 euros par an. On est sur une renta de 12% brut, 10% net. J'ai un différé de 24 mois, donc ça va me faire à peu près du 1000 euros de cash flow positif. Et selon mes calculs, un cash flow d'environ 500 à 600 euros après mon différé. Donc au final, c'est une opération qui est pas dégueulasse. Je rappelle quand même qu'il s'agit seulement d'une location longue durée. De plus, je suis sur un secteur qui a été vraiment bien, comment dire, vraiment bien restauré, si on peut dire ça pour un secteur, mais qui a été refait récemment. Maintenant, parlons aussi du DPE. Alors, il faut savoir que donc il y a un appartement qui est, enfin, une petite maison, mais qui est à rénover totalement. L'autre, c'est une grande maison. Alors, sur la grande maison, je vais pas faire grand-chose. Ça va être uniquement de la peinture, fermer des ouvertures, etc. Et on a déjà un DPE D pour cette maison. Donc, je suis vraiment tip top. Et l'autre, j'ai un DPE F que je vais faire passer en DPE E très facilement, puisque on est sur du grille-pain, on est sur pas d'isolation, etc., etc. Donc aisément, je vais peut-être le passer en E, voire croisons les doigts, peut-être en D. Je vais quand même me baser sur du E. Donc c'est un projet que je pourrais revendre, refait tout de suite après mes travaux aux alentours des 140-150 000.
pour une renta de 9%, vu que j'ai des projets pourris qui se vendent à cette renta sur mon secteur. Je vais quand même mettre des parenthèses parce qu'au final, le bien se vendra uniquement au prix que quelqu'un est prêt à mettre le jour où j'ai envie de vendre. Dans tous les cas, c'est pas un projet que je compte revendre dans les médias. Il sera il le sera en gros quand j'aurai plus de travaux à déduire et que je commencerai à payer des impôts. En plus, ce qui est plutôt cool avec cet investissement, c'est que j'ai, euh, je pourrais revendre le lot en locatif, mais en fait, j'ai la grande maison qui est une maison qui est, sincèrement, pour une résidence principale, ça serait parfait. Donc, je pourrais même le revendre en tant que résidence principale, enfin, à des personnes qui veulent acheter une résidence principale. Ça s'y prête parfaitement bien. Donc voilà, c'est un projet assez sympa. Qui fait le taf, tout simplement, qui est pas extravagant, mais qui est relativement convenable, 10% net, euh, pas mal. Pour quelque chose qui va être fait à neuf, je trouve ça plutôt pas mal. Les amis, ça faisait longtemps, mais j'ai pris deux actualités immobilières. C'est deux actualités que j'avais envie de vous informer. La première actualité immobilière de la semaine, c'est les passoires thermiques arrivent en force sur le marché immobilier. Avec l'interdiction des locations pour les biens classés G dès 2025 et F dès 2028, les Français tentent de se débarrasser de leur logement énergivore. Ça c'est vrai, ces derniers temps les amis, il y a une ribambelle de biens qui a été rajoutée notamment sur le Bon Coin, etc., à des prix plutôt attractifs. Enfin, pour certains, il y en a qui ils montrent ça comme si c'était une maison BBC. Mais ces derniers temps, ouais, je pense que les gens commencent à prendre conscience. Et j'ai noté aussi une baisse du prix qui, pour moi, qui va continuer à baisser le prix, notamment en fait grâce à l'actualité immobilière numéro 2, crédit immobilier. L'apport réclamé par les banques explose et dépasse les 50 000 euros en moyenne. Le montant des apports exigés par les banques a explosé en un an et a atteint dès aujourd'hui des niveaux vertigineux dans certaines régions. Jamais les banques n'avaient réclamé autant d'apports pour accorder des prêts immobiliers. On nous explique dans l'article que l'élément clé, c'est l'explosion du niveau d'apport demandé aux emprunteurs avec quasiment 80% de hausse au niveau national au premier trimestre par rapport à l'année dernière. Alors ça, c'est totalement vrai, l'apport qui devient de plus en plus contraignant. Par contre, là, on est clairement sur des chiffres qui font peur. 50 000 euros d'apport. Sincèrement, moi, je pose 50 000 euros d'apport. Je lève 400 à 500 000 balles sans. Pas moins. Franchement, pas moins. T'imagines, tu poses 50 000 balles pour acheter ta maison qui coûte 200 000. C'est pas très rentable, hein. Non, mais c'est vrai que l'apport a augmenté et ce qui est plutôt pas mal, je dirais. Alors, pour 50 000 balles, c'est beaucoup trop, mais par contre, mettre de plus en plus d'apports, moi, ça me dérange pas, notamment parce que les prix il va y avoir une réaction au niveau des prix. Les prix commencent à baisser. Je l'ai noté sur mon secteur, ça a commencé à. Alors, ça a pas chuté comme le mur de Berlin, tu vois, mais ça a bien baissé petit à petit. Et je pense que ça va continuer, ça va continuer. Ça va continuer jusqu'au où, je sais pas, mais à un moment, c'est l'offre et la demande. Quand on était plafonné sur le marché immobilier en français ces 2 dernières années, il y avait tellement peu d'offres et beaucoup d'acheteurs que les prix ont explosé. Et bah, là, maintenant, ça commence à s'inverser. On a de plus en plus de vendeurs et moins d'acheteurs. Donc, l'obtention de prêts immobiliers est de plus en plus complexe. Et donc, des refus de prêts, ça va s'enchaîner. Les prix vont commencer à baisser. Donc, ça va être plutôt pas mal. Et je pense que c'est là où on va pouvoir bien dégainer et faire des opérations plutôt rentables. Voilà les amis, c'était l'actualité immobilière de la semaine, ça faisait longtemps qu'on l'avait pas cité. Sujet du jour, aujourd'hui les amis, ça va être un épisode qui va être centré autour de deux questions que je reçois pas mal. Et on va commencer tout de suite par la première, c'est une question que je reçois. La première c'est combien avoir de l'eau?
pour être rentier? En vrai, cette question, je la vois énormément passer dans les groupes, je les vois dans des questions, etc., etc. Et cetera. Et pour faire simple, il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse. Tout va dépendre de déjà, c'est quoi être rentier? Pour vous, c'est quoi être rentier? Parce que je vais vous donner un exemple, mais quelqu'un qui est minimaliste, qui part s'expatrier dans un pays en Asie peut-être, et peut-être qu'avec 700 balles, lui, il va vivre librement, il va être rentier. Mais vous, vous souhaitez rester en France avec un certain goût prononcé pour des goûts de luxe, qu'on se le dise. Et bien peut-être que vous, il va falloir tourner autour des 7 000. Donc entre 700 et 7 000, euh, voilà, c'est pas la même chose. Donc déjà, le premier point, ça va être de quantifier notre besoin pour vivre décemment, pour notre objectif de vie. Donc il faut calculer combien d'euros par mois vous avez besoin. Parce que si tu as besoin de 700 balles, c'est sûr qu'avec, allez, franchement, un lot, deux lots, 700 balles, tu vis. Et en Asie, là, je reviens de Thaïlande, 700 balles, tu manges tous les jours dehors. Avec 700 balles, tu manges tous les jours dehors. Je mangeais des plats, les amis, putain. Excellent, excellentissime. Pour 2 balles, 2 euros. Donc avec 700 euros, t'es quand même pas mal, hein. Alors, donc ça c'était le premier point, savoir c'est quoi pour vous votre définition de rentier. Et ensuite, le nombre de lots, ça veut absolument rien dire. Un mec qui, il y a un mec qui peut te vendre du rêve en disant ouais, tu sais, moi j'ai 10 lots, etc., etc. Et attention, je retire en rien sur le mérite d'avoir 10 lots, c'est pas non plus donné à tout le monde, mais je veux simplement dire que un nombre de lots, ça ne veut rien dire. Tu peux avoir 10 lots dans un immeuble de 200 000 euros, et c'est 10 studios dans le fin fond de la Creuse, et au contraire, tu peux avoir un lot dans Paris Centre, vue Tour Eiffel, appartement 130 mètres carrés, style haussmannien, qui vaut 2 millions. Bam. Le mec qui pèse le plus, c'est le Parisien. Il n'y a pas photo. Donc, ça ne veut rien dire le nombre de lots. Après, un autre point, c'est que t'as pas besoin d'enchaîner un nombre incalculable de lots pour être entier. Imaginons que tu réalises une opération de folie, tu achètes une grande maison, tu la divises en plusieurs appartements, que tu mets tous en LCD. Avec une opération, tu peux potentiellement sortir de la voie métro boulot dodo. Une opération. Et à ceux qui vont me dire que c'est impossible, ce que je vous vois venir, vous avez une femme qui s'appelle Christelle Félix, il me semble, sur Instagram, accompagnement ou je sais plus, c'est quelque chose dans ce style. Christelle Félix qui a déjà réalisé ce type d'opération et lors de sa première opération, elle a quitté son taf. Donc clairement, tu vois, le nombre d'opérations, le nombre de lots que tu vas collectionner, ça importe peu. C'est surtout l'exploitation qui va jouer et ton opération en soi. Voilà ce que je peux répondre à cette question de combien d'eau il faut pour être entier, nanana, nanana. Le nombre de lots, ça ne veut strictement rien dire. C'est comme le terme, vous savez, j'arrête pas de le répéter, mais le terme rentier, moi c'est un terme que j'aime. Ça veut rien dire être rentier. Ouais, tu vis de tes rentes, mais quelqu'un au chômage, il vit de ses rentes. Non, tu veux être libre financièrement, tu veux pouvoir décider de ce que tu veux faire, etc. C'est ça être libre. Alors, donc ça c'était la première question. Et on passe à la deuxième question qui revient assez souvent aussi, et ça concerne les travaux. Cette question, sincèrement, elle est légitime simplement parce que beaucoup de personnes, et dont moi, prônent les travaux dans les investissements. Notamment pour profiter des amortissements, des déficits possibles, etc., etc. Mais c'est vrai que c'est pas quelque chose de facile. Je m'explique. Pour quelqu'un qui n'est pas initié à, aux travaux, au BTP, etc., bah, tu peux vite te faire enfler par un artisan peu scrupuleux. Tu peux, tu peux avoir peur de payer tes travaux beaucoup trop cher que ce que ça vaut, que ce que ça vaut, tout simplement. Et il y a plein d'autres peurs à tout cela. Et moi, perso, je le comprends vraiment, parce que j'étais aussi dans... Quand j'ai commencé, je vous rappelle que je suis pas du tout manuel. J'ai jamais fait de travaux de ma vie. Et avant, placo, je savais pas ce que c'était. Donc, quand tu n'es pas du métier,
les travaux, ça te parle pas, tu connais personne dans le BTP qui peut t'aiguiller, et ben c'est compliqué. C'est compliqué, on va pas se mentir. Alors comment on fait? Comment on fait pour gérer ces travaux? Ça va être déjà tout simplement ça va être de trouver le bon artisan. Le meilleur moyen de trouver un artisan, c'est la recommandation. Ce conseil-là, c'est l'astuce numéro un. Il n'y a pas photo, un proche qui te conseille un artisan. En général, tu sais, en général, un proche, il va pas te conseiller quelqu'un qu'il estime mauvais. Sauf si tu as un problème avec lui, qui t'en veut, que tu lui as fait un petit coup de Trafalgar, etc. Mais normalement, un proche qui te conseille un artisan, c'est quelqu'un de bien, normalement. Donc l'artisan recommandé sera toujours un meilleur choix, que ce soit au niveau du prix, au niveau des prestations, etc. etc. Maintenant, si on connaît personne, absolument personne, comment on fait? Eh ben, on appelle des artisans et on fait des visites avec eux. Je sais que faire plein de visites avec des artisans différents, c'est pas possible non plus. Donc, on va prendre un petit risque. On va prendre un risque, c'est que on va signer, on va chiffrer. Déjà, tu vas toi juger le projet. Si le projet il te paraît bien, bien sûr, je te parle pas d'une rénovation où tu construis tout, il y a les quatre murs et puis tu dois tout faire. Non, on est sur une rénovation complexe mais pas entière. Pour toi, c'est un projet relativement faisable. Eh ben, on va prendre un petit risque. C'est que on va chiffrer globalement à 20-30 000 près, on s'en fout. Si ça rentre dans nos chiffres, on signe. Dans tous les cas, tu auras toujours ce petit délai de rétractation derrière. Et puis, il y a divers moyens de sortir d'une vente. Ok. Une fois que tu as fait ça, tu as bloqué le bien. Parce que l'objectif, c'est ça. L'objectif, c'est de bloquer le bien. Après, pour ceux qui me disent ah, ça se fait pas, ça se fait pas, les amis, on est là pour faire de l'argent. Et des fois, moi, j'ai déjà bloqué des biens pour pas les acheter. Parce que je pensais avoir un truc, je l'ai pas eu. Bah, c'est tout. C'est pas grave. C'est rien. On est là pour faire de l'argent. Si ça nécessite de prendre de bloquer des biens comme ça, eh ben on le fait, c'est tout. Donc, on va bloquer ce bien. Et une fois qu'on a bloqué ce bien, on a un peu plus de délai. Alors bien sûr, là, tu n'attends pas 3 mois avant d'organiser tes visites. Mais ce que tu vas faire, c'est tout simple. C'est que tu vas me faire un descriptif de travaux. Tu vas aller, ça va te prendre du temps, mais tu vas y aller avec l'agent immobilier. Tu vas monopoliser 2 ou 3 heures de son temps. Tu vas lui dire, ok, mais moi j'ai besoin d'aller prendre toutes les mesures et de tout noter. Ça va me prendre du temps, mais voilà, c'est comme ça. Tu fais tout ça, descriptif de travaux. Dans la salle de bain, je vais faire ça, 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 ça. Couloir, je vais faire ça, ça, ça. Chambre, ça, ça, ça. Fenêtre, ça. Etc., etc., etc. Tu me prends les mesures. Je veux les mètres carrés, les dessins des pièces, combien de mètres cubes, la totale. Tu calcules tous les mètres carrés et une fois que tu m'as écrit tout ce que tu veux sur ton petit papier, tu vas faire ton descriptif de travaux. Ton descriptif de travaux, c'est quoi? C'est un document avec marqué par exemple salle à manger, je veux changer mon carrelage. Donc ça, ce qui veut dire démontage du carrelage, peut-être un, un, putain, j'ai perdu le terme, une merde, c'est pas une sous-couche, mais réagréage, voilà, dépose des plaintes, évacuation des déchets, etc., etc., pose du nouveau carrelage, etc., etc. Donc, je veux faire ça. Je veux faire X mètres carrés de peinture. Je veux faire ça. Je veux faire ci, ça, ça, ça. Avec une case vide à côté pour le prix. Tu en profites, tu vas visiter avec un ou deux artisans, tu leur expliques, tu leur montres, et ensuite tu leur donnes ton descriptif de travaux, et eux, ils ont juste à remplir. Pourquoi ça va aider? Tout simplement parce que les artisans,
c'est des artisans. C'est pas des secrétaires, c'est pas des. Sauf pour les grosses boîtes où il y a des personnes spécialisées pour ça. Mais en général, les artisans, faire les devis, ça leur casse la tête. Toi, en faisant ça, tu vas leur aider, tu vas les aider. C'est-à-dire qu'au lieu de passer 3 heures sur ton projet, en 30 minutes, c'est bâclé. C'est fini. Ils te le renvoient et toi, tu as déjà, avec les mêmes choses, tu as déjà un comparatif concret entre les artisans. Et donc déjà là, tu as déjà gagné quand même des points, tu vois. C'est-à-dire que tu as facilité la vie à tout le monde, ils travaillent tous sur la même base, donc toi, ta vision, elle est claire et nette. Il n'y a pas de ligne floue, genre ah ça comprend ça, mais ah mais lui il l'a mis dans un autre pôle, etc. etc. Les artisans ils parlent la même langue et toi tu es beaucoup mieux pour comparer. Après, un devis ça fait pas tout. Un devis ça fait pas tout. Il y a aussi euh, comment dire l'étiquette de l'entreprise. Si tu tapes, je sais pas, établissement Dupont sur internet et que tu trouves qu'il y a des mauvais avis, etc., etc., bon, tu te doutes bien, voilà. Pareil sur les devis, si tu te rends compte qu'il y a un mec qui te fait une rénovation globale de ton appartement à 75 000 et puis l'autre il fait une rénovation globale à 26 000, il y en a, soit les deux ils sont dans le faux, soit il y en a un qui se fout de ta gueule. Donc, déjà à partir de là, tu peux déjà faire tes recherches, etc., regarder l'ancienneté, demander à voir des chantiers, voir ce qu'il a déjà fait, etc., etc. Donc, pour les travaux, moi, je vous conseillerais, pour les débutants, c'est de passer par ça, par le descriptif de travaux, pour vous simplifier la tâche. Au moins, vous avez une vision claire. Vous partez pas dans des devis farfelus et puis vous savez pas si ça c'est pris en compte, ça c'est pas pris en compte. Ah oui, mais oui, on va faire un check, mais ça c'est compris dans le changement de l'ampoule. Voilà, vous avez un devis clair, précis, où vous pouvez comparer tous les artisans. Voilà pour cette deuxième question, comment on gère un peu les travaux. Donc là, on est sur la phase de recherche. Et une fois on a trouvé notre artisan, euh, on va parler du paiement. Euh, Là, le paiement, les amis, c'est quelque chose où je vous mets des gros warnings dessus. Vous ne payez pas plus de 40% au début. Vous ne payez pas plus de 40% au début. Là, j'ai déjà eu des artisans qui me demandaient 70% et 30% à la fin. C'est miette. C'est miette. Vous marchez par tranche. Moi, je marche comme ça. Soit j'aime bien c'est faire 30, 40, 30 ou 40, 30, 30. 40 en acompte pour commander le matos, etc. Ça, c'est normal. Si vous arrivez à éviter l'acompte au début, c'est totalement jackpot pour vous. Mais moi, en général, je fonctionne comme ça. Je donne 40% d'acompte pour commander tout le matos. 30% de la facture totale, milieu de chantier. C'est-à-dire que tu es sur place et tu regardes que les travaux ont vraiment avancé, qu'il reste 30% du chantier à faire. Et les 30 derniers pourcents, je les donne à la réception. Tout simplement pourquoi ça va me permettre de faire un contrôle. Les 30%, imaginons c'était 10 000 euros de travaux, c'est-à-dire qu'à la fin il reste 3 000 euros. 3 000 euros à donner. Et bien ces 3 000 euros là, ils vont me permettre de dire ah mais tu veux tes 3 000 euros final. Ok, mais regarde, il y a ça à faire. Ça ça a pas bien été fait. Je t'ai pas demandé de faire ça, il faut retoucher. Là, ah, regarde le placo, il est pas bien. Il faut le refaire. Les joints. Attends, les joints, tu m'as fait la salle de bain, les joints ils sont pourris. Il faut me les refaire. Comme ça, au moins, tu peux apposer tes réserves et tant que c'est pas fait, tu le payes pas. Voilà. Comme ça, toi, tu t'es pas fait niquer. Parce que dans le cas contraire, imaginons, tu aurais donné 70%. Tu aurais donné 7 000 euros de base. Ok, le mec, il commande le matos, etc., etc. Mais après, il a beaucoup plus que la moitié. Le mec, il vient pas, c'est toi qui es dans la merde, hein. Là, t'as aucun moyen de pression. Derrière, imaginons, tu t'es fait enfler 7 000 boules. Et derrière, tu vas là,
c'est à toi de sortir l'argent derrière pour retrouver un autre artisan pour le payer. Donc tu te mets dans une merde complète. Donc les amis, s'il vous plaît, gros warning, on procède par tranche, toujours 3 tranches, une en début de travaux, une en milieu de travaux, une à la fin des travaux, pour éviter de se faire enfler. Les petites recherches qui vont bien sur l'antécédent de la société, etc., etc., etc. Bon les amis, on est pas mal au niveau des travaux. Qu'en pensez-vous? Après, c'est la mise en location et ça tombe tous les mois. Tching tching, tching tching. Bon, je commence à partir en live. Il est tard quand j'enregistre ce podcast, les amis. Il est quasiment 1h du matin. Donc c'est pour ça que je dis un peu de la merde. Bon, les amis, je vous souhaite, comme d'habitude, plein de bonnes choses. Je vous dis 1% chaque jour et à la semaine prochaine. Ciao, ciao, ciao.